Bon, salut Carlos, t'es délégué syndical chez Safran. J'aimerais que tu nous expliques comment se caractérisent les inégalités hommes-femmes dans ta boîte. Alors comme tu l'as dit, moi je suis dans le groupe Safran, qui est une entreprise du CAC 40, qui est un leader mondial dans l'aéronautique. Et dans le groupe Safran, la discrimination envers les femmes, elle est à tous les niveaux, que ce soit salarial, que ce soit évolution de carrière. Et on sent que depuis quelques années, alors il y a eu, il y a eu un premier franchissement avec le quinquennat Hollande, les lois El Khomri, les ordonnances Macron. Donc il y a eu vraiment une vraie cassure sur ce qui arrivait à se faire petitement avant. Et là, avec le quinquennat Macron, il y a comme une accélération, une espèce d'impunité, notamment des grands groupes. À titre d'exemple, moi je suis dans l'établissement Safran Errani. Et donc on a un établissement de 1500 personnes et chaque année, les établissements de cette taille-là doivent produire ce qu'on appelle un bilan social et un rapport de situation comparé homme-femme. Et cette année, la direction a donné tellement peu d'informations donc dans le bilan social et dans ce rapport de situation comparée que l'intégralité des élus ont refusé de le voter. C'est pour dire jusqu'où ça va aujourd'hui, le mépris à Errani bien sûr, mais bon, je vais généraliser sur tout le groupe Safran et je pense également sur le CAC 40, le mépris et puis l'impunité absolue dans laquelle se pensent ou se savent les directions des grands groupes aujourd'hui en France. Carlos, je sais que tu es intervenu sur la situation des femmes de ménage chez Safran. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer comment on peut espérer faire bouger les lignes sur cette question? Alors la situation du personnel d'entretien qui est pratiquement exclusivement féminin, donc en fait c'est une situation qui est absolument révoltante. Le principe c'est qu'elles se font embaucher par des entreprises de l'entretien qui sont des entreprises voyous, qui les maltraitent chez nous, qui les sous-payent, qui ne rémunèrent pas les heures supplémentaires. Et tout ça est fait au vu et au su du client, c'est-à-dire les établissements comme le mien à Safran et Errani, où la direction voit et est consciente que les femmes de ménage sont maltraitées. À titre d'exemple, il y a une femme de ménage qui s'est cassée la figure en faisant le ménage chez nous. Elle est partie à l'infirmerie. Sa hiérarchie, donc la hiérarchie de l'entreprise à elle, lui a interdit dorénavant d'aller, même si elle se cassait la figure, d'aller dans notre infirmerie. Elle a voulu se mettre en arrêt maladie, on l'a menacée en disant non, c'est pas le moment, etc., etc. Tout ce que je viens de dire est parfaitement su et connu de ma propre direction, qui fait semblant de ne pas voir les choses. Donc on est dans un petit jeu malsain où des entreprises du CAC 40 qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur se font de l'argent sur le dos de femmes de ménage. On en est là. Donc aujourd'hui, comment on fait pour faire bouger les lignes? C'est très difficile parce que le personnel de ménage, évidemment, ce sont des femmes qui sont en précarité. Plus vous êtes vulnérable, plus ces entreprises voyous vont vous tomber dessus. Ça, c'est une règle générale. Et ensuite, c'est assez difficile parce que comme on ne peut pas agir auprès des entreprises de ménage, on agit auprès de nos directions. Et là, c'est très long, il faut traîner les choses, etc. Donc en fait, on les menace, on est assez déterminés, ça les embête. Mais d'une manière générale, que ce soit pour les femmes de ménage, même pour les femmes de mon établissement, c'est-à-dire les salariés Safran, les femmes ne se mobilisent pas. Les femmes, elles sont conscientes qu'il y a une discrimination envers elles, que ce soit salariale, de carrière. Elles savent très bien que dès qu'elles vont avoir un enfant, leur trajectoire de carrière va accuser le coup, mais elles ne se mobilisent pas. Et ça, c'est très perturbant quand on est syndicaliste et on sait très bien que sans mobilisation, alors là, on s'attaque à l'Everest, quoi. Donc on réfléchit et puis bon, c'est vrai que organiser un mouvement à l'occasion du 8 mars, ça peut être mal interprété parce que nous on sait très bien que le 8 mars est une journée internationale de lutte pour les droits de la femme et de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais dans l'esprit de nos collègues, c'est la journée de la femme. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc nous aussi, en tant qu'organisation syndicale, il faut penser à de nouveaux modes de mobilisation, de nouveaux discours. Et puis, on est aujourd'hui début février, on est à un mois de la journée du 8 mars. Pourquoi pas interpeller nos propres structures autour de, voilà, maintenant, pendant un mois,
vous allez écumer tous les plateaux de télé, toutes les antennes de radio, et vous n'allez parler que du 8 mars. Le 8 mars, la moitié des femmes du privé prennent le temps, elles prennent leur après-midi, elles s'organisent, elles sont dans la rue. Pour que ce ne soit pas un 8 mars comme un autre, parce que ça devient... il ne faut pas que les femmes s'inscrivent d'elles-mêmes dans une espèce de schéma où elles sont citoyennes de seconde zone. Si elles ne le font pas pour elles, qu'elles le fassent au moins pour leurs filles. Voilà. Ok, merci Carlos.